Donc j'ai intitulé cette conférence « Oser », et ce mot sera la conclusion de mon exposé en 3 parties. Donc bien entendu, je vous souhaite la bienvenue et je suis stressé et puis en même temps ému, je voulais quand même vous le dire, d'être dans cet endroit particulier. Donc j'en profite de suite à nouveau de remercier aussi les membres de mon association, le CEPI, et sans doute vous tous et vous toutes qui faites aussi confiance aux médecines holistiques non conventionnelles. Je témoigne surtout ma reconnaissance aux personnes qui m'ont aidé à faire naître mon livre « Quintessence ». Ici présent, pas besoin de vous le présenter, Monseigneur Gérard de Martigues, évêque exorciste, qui a eu gentillesse de le dédicacer en postface et surtout l'éditer. Monseigneur Georges de Saint-Yves, évêque exorciste, vous m'avez permis d'assister à plusieurs grands exorcismes. Rosine Auguin, docteur en psychologie sociale et clinique, ou toutes les heures qu'elle a passées avec moi pour rédiger la première partie de mon ouvrage et pour sa préface, donc de la première partie. Brigitte Wadler, là, qui se cache, artiste peintre pour son tableau dans le livre « Liberté, tu me tiens », sa signification, toute la mise en page de ce livre, les photos prises au prieuré que vous trouverez aussi dans ce livre, et pour la partie 3 donc, de mon ouvrage, et c'est elle qui m'a suggéré le terme « quintessence », titre de mon livre. Donc comme je vous laissais entendre, ce livre se résume en 3 parties. La première partie donc est recherche parapsychologique et utilisation des médecines non conventionnelles au centre hospitalier de Nice de 1977 à 1997. Pourquoi, entre autres, avoir écrit ce qui s'est passé voilà quelques années à propos de parapsychologie et de ces médecines parallèles, intégratives, holistiques. Tout simplement, je dirais, pour mémoire. Bien faire et le faire savoir, car cela a été oublié malgré toute son importance, à mon avis. C'est aussi pour vous rappeler l'origine donc du CEPI. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, donc cela signifie Centre d'études parapsychologiques et des phénomènes expliqués. Dans cette deuxième partie, je vous parlais aussi d'état modifié de conscience, et la troisième partie, c'est ma façon d'expliquer les choses, la simplicité d'être guérisseur. Je mets guérisseur entre guillemets, même si je ne l'ai pas écrit dans ce document. Je suis aussi infiniment désolé en même temps de devoir vous parler de moi, et j'espère surtout que vous ne le prendrez pas comme de l'orgueil de ma part. En 1969, j'ai obtenu mon diplôme d'infirmier, et de suite, comme je le souhaitais, j'ai travaillé en service de psychiatrie, d'abord avec une équipe très médicalisée, utilisant surtout les médicaments allopathiques, comme toujours, les électrochocs encore. Je dirais aussi que depuis le décès de ma mère, donc en 1956, j'avais commencé à m'intéresser aux médecines parallèles, et entre autres, au magnétisme et à l'hypnose. Aussi, en 1977, j'ai fondé donc cette association, le CEPI, qui était alors section de l'association sportive et culturelle du CHUD, et j'ai commencé à utiliser l'hypnose surtout au niveau expérimental. En même temps, j'ai eu la chance de pouvoir écrire des articles sur nos activités dans les 2 revues des hôpitaux, ce qui a fait connaître le CEPI, particulièrement l'hôpital Pasteur, où je travaillais. Pour pouvoir ensuite utiliser les techniques en venant à des états modifiés de conscience et dans un but thérapeutique, j'ai réussi à obtenir, au fur et à mesure de ma carrière, les autorisations nécessaires des médecins psychiatres avec lesquels j'ai travaillé. Je n'utiliserai l'hypnose, je n'utiliserai la sophrologie qu'avec peu de malades, car obligé de consacrer un maximum de mon temps à ma profession d'infirmier. Mais vous pouvez lire les détails de ces séances malheureusement éparses dans mon livre. En 1978, je me suis inscrit à l'école supérieure de sophrologie, c'était le nom de cette école de Nice, mais pour avoir le diplôme de sophrologue, il fallait écrire un mémoire,
et j'avais intitulé ce mémoire « Conscience et énergie ». Et donc, comme j'ai voulu parler d'énergie dans ce document, ce mémoire n'a pas été accepté. La même année arrive le professeur Henri Collomb, ethnopsychiatre de Dakar, au Sénégal, avec le docteur Michel Boussa et Rosine Hogarth. Et donc une amie psychologue me propose peut-être de rester plutôt avec ce professeur plutôt que de rester avec l'équipe dans laquelle j'étais, donc c'était à l'époque le professeur Darcourt. Donc le professeur Collomb fonde l'association Psychiatrie sans frontières, à laquelle je dois tellement. Le professeur Henri Collomb avait conduit de nombreuses recherches sur les thérapies traditionnelles, dont les guérisseurs africains. Il décide donc, comme je vous disais, de rester avec son équipe qui impulse un nouveau fonctionnement à l'abbaye psychiatrie, dont les thérapies de groupe, dans un service ouvert sur l'extérieur. Malheureusement, le professeur Collomb décède le 9 octobre 1980 dans des circonstances restées, semble-t-il, assez obscures. Ces obsèques sont à la fois émouvantes et particulières. L'église Saint-Pons est bondée. 3 patients, des soignés. Le terme a changé dans le service et nous sommes tous en tenue de ville. Ces patients, ces soignés donc, font l'éloge funèbre du professeur Collomb et un patient africain joue du tam-tam. Rosine Hogarth est donc nommée présidente de Psychiatrie sans frontières. De 1980 à 1988, Psychiatrie sans frontières organisera à l'abbaye, à l'hôpital Pasteur, 9 séminaires internationaux pluridisciplinaires ouverts à tous ceux consacrés par la psychiatrie sociale, l'ethnopsychiatrie, psychiatres, ethnologues, sociologues, soignants et soignés et guérisseurs participent à ces séminaires. Entendez-le bien, j'ai marqué ça en plus foncé parce que c'est pour moi très important. La plupart de ces séminaires, donc, avaient été placés ou organisés sous le patronage du ministère de la Santé, de la Sécurité sociale, du député maire de Nice et d'autres maires, du doyen des hôpitaux, du directeur du CHUN, de l'aide de laboratoire avec le Centre de la recherche scientifique. FR3, vous connaissez FR3, filmait et diffusait des reportages sur ces séminaires. Radio France Côte d'Azur y participait aussi. J'ouvre une parenthèse, il y a des personnes plus douées que nous qui pourraient retrouver les documents de FR3 de l'époque. Vraiment, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. En 1980, donc, a lieu le premier festival Psychiatrie sans frontières Henri Collomb. Le thème était déracinement et folie, avec, entre autres, comme question principale, y a-t-il en psychiatrie des désignés malades alors que seuls des exorcismes peuvent les guérir? En même temps, avec l'accord de Michel Boussa, le docteur Michel Boussa et de son assistant Christian Loudard, j'organise à l'abbaye psychiatrie la première table ronde des guérisseurs de la région. En présentant cette table ronde, je précisais: lorsque le moment viendra, nous contacterons d'autres chercheurs, d'autres sujets, afin de constituer un groupe plus important, diversifié, et comparer les résultats de nos expériences pour les faire connaître en haut lieu. Mais cette table ronde nous attirera de suite les foudres du Conseil de l'Ordre des médecins via la direction. Nous sommes en 2021, 40 ans après, le CEPI perdure, grâce à vous, si nombreux, et j'espère définitivement, afin que science, médecine et spiritualité puissent se rejoindre. En 1981, j'organise une deuxième table ronde des guérisseurs, donc, plus discrète.
Ces festivals se sont donc déroulés pendant 9 ans, avec de nombreux freins aussi dus au fonctionnement du service et sous l'ouverture aux médecines non conventionnelles. À partir de 1984, le CEPI, donc notre association, quitte l'association culturelle pour être fondée officiellement à la préfecture et fonctionner à présent à l'abbaye psychiatrie sous l'égide de Psychiatrie sans frontières. La même année, notre nouveau chef de service, Lucien Tenenbaum, organise le projet de recherche entre psychiatrie publique et pratique parallèle. Avec son accord, je contacte et rassemble les participants extérieurs qui participeront au travail de soins à l'abbaye, magnétiseurs, astrologues, tarologues, ostéopathes, acupuncteurs et aussi un médecin ami homéopathe. Lors du deuxième Festival Psychiatrie sans frontières, nous organisons ensemble une extraordinaire table ronde intitulée « Délirant et ou médium ». Et je projette un document VHS sur la réincarnation. Le projet de recherche médecine naturelle abbaye remplace le précédent et mis en pratique. C'est un vrai partenariat avec l'équipe médicale et paramédicale. Mais cela nous amène à nouveau des problèmes avec la médecine officielle. 1986. 2 stagiaires en sociologie que j'accompagne le plus souvent pour rencontrer les guérisseurs que je connais. Et elles interviewent et écrivent un très intéressant mémoire avec de maîtrise de 250 pages. Le magnétisme, une nouvelle attraction. Vous voyez, ce soir, on vous a encore attiré ici, peut-être c'est le fluide d'énergie. Le magnétisme, donc, une nouvelle attraction, avec un annexe tous les entretiens avec tous ces thérapeutes médecine parallèle. De mon côté, je participe 2 fois à Paris à une formation payée par l'hôpital. Technique douce en soins infirmiers. Alors que malheureusement, le projet de recherche médecine naturelle abbaye s'étiole de plus en plus. Pourquoi? En effet, les thérapeutes extérieurs sont bénévoles, ne sont pas toujours disponibles, les patients sont parfois sortants rapidement, alors qu'il faudrait un suivi prolongé dans un service dynamique et souvent surchargé. 1987, nous en sommes au 8e Festival Psychiatrie sans frontières. Le thème cette année-là, corps et culture. J'en profite pour écrire et faire paraître dans ce cadre un article aussi sur le magnétisme, en évoquant l'hypnose, la communication non verbale, le plus grand des guérisseurs dans notre culture, pour moi le Christ. Le docteur Tenenbaum nous quitte pour être remplacé par le docteur Jean-Charles Addison, qui nous donne aussi l'autorisation pour aider certains patients, comme je le souhaite. Je soigne ainsi un patient algérien à l'aide du magnétisme, et comme convenu, je note mon travail sur le dossier médical afin que toute l'équipe soit informée. Malchance, ce patient se soignait, patient psychopathe, blesse notre nouveau chef de service. La DAS, Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, intervient. Lit le dossier médical. Je suis appelé pour m'expliquer. Heureusement, je peux parler de ma formation à Paris. On nous a fait rencontrer un magnétiseur. Jean-Charles prend ma défense, donc le médecin prend ma défense, mais paraît-il depuis, je suis marqué en rouge à la DAS. Bon, c'est quand même très ancien. 1988, 9e et dernier festival Psychiatrie sans frontières. Le thème, hasard, pouvoir et possession. Donc le nouveau médecin, le docteur Hans Sarasat, vient remplacer le docteur Addison pour fermer le service. L'abbaye psychiatrie fondée par le professeur Henri Collomb n'existe plus. Toute l'équipe est montée, moi avec,
Et je me retrouve à nouveau avec l'équipe du professeur Darcourt et du professeur Pringuet. À mon arrivée au pavillon J, un médecin avec lequel j'avais travaillé me fait remarquer qu'il n'est plus question pour moi de parler d'hypnose et de magnétisme dans ce pavillon. 1990, j'apprends l'existence au CHUN de l'Association d'échange international d'infirmiers. Il est possible de partir en Suède où l'on pratique l'hypnose thérapeutique. Je pose ma candidature. 1991, mon projet n'est pas retenu, mais on propose de le représenter. Faute de pouvoir utiliser les techniques amenant aux états modifiés de conscience, je crée pour le patient du J2, donc pavillon J avec le professeur Darcourt, ce que j'appelais le groupe de pensée positive, avec musique de relaxation et chaîne d'énergie positive, main dans les mains. 1992, mon projet de partir en Suède à propos d'hypnose est accepté. Je serai hébergé 15 jours à Göteborg, visiterai les hôpitaux de Vanderlecken et Legens. Des rencontres, des échanges très intéressants, y compris bien sûr au niveau d'hypnose. À l'époque, 1992, 1000 membres faisaient partie déjà de la société d'hypnose suédoise, dont beaucoup d'étrangers. 1995-1997, tout en continuant à assurer mon travail de surveillant médical en psychiatrie, on appelle ça maintenant cadre médical, je suis la 8e formation de Patrick Doureau, physicien, thérapeute, auteur. La formation que j'ai suivie donc pendant 2 ans s'intitulait « Technique d'éveil de la conscience humaine ». À la fin de 1997, donc, je prends ma retraite du CHUN avec la ferme intention de faire perdurer définitivement de cette vie pour faire encore davantage évoluer les médecines non conventionnelles à travers sciences, médecine et spiritualité, si possible en partenariat avec la médecine officielle. Donc la deuxième partie de ce livre, les états modifiés de conscience. La deuxième partie de mon ouvrage avait été préfacée par un grand ami médecin, chef de service et hypnothérapeute de renom. Mais par la suite, le groupe dont elle dépend et qui n'a jamais lu mon livre a interdit de préfacer mon ouvrage. C'était l'année dernière. On n'avance pas beaucoup, comme vous le voyez. Je vais vous parler rapidement, si vous voulez bien, d'hypnose et d'expansion de conscience. Les deux sont donc des moyens, des techniques et non des buts. Je pense même qu'il est dangereux de provoquer chez des personnes des états modifiés de conscience sans ensuite être compétent pour prendre en charge ce que cela a provoqué. Les deux sont donc des moyens, des techniques et non des buts. Je me répète, excusez-moi. Au début de ma pratique, j'ai surtout utilisé ce que j'appelle l'hypnose classique, le spectacle autoritaire induite par la fixation du regard, les suggestions, avec l'intention de provoquer un sommeil particulier sur le sujet. N'oubliez pas qu'hypnose signifie sommeil. L'avantage de cette technique est celle d'amener de très bons sujets rapidement dans un état profond d'état modifié de conscience, utile à la fois aux recherches psy paranormales donc, et pour une thérapie à la recherche des causes d'un problème existentiel en régression de mémoire. Bien sûr, il est possible d'aider les personnes au niveau symptomatique grâce aux post-suggestions hypnotiques qu'on appelle maintenant aussi ancrage. Mais pour moi, souvent le symptôme est un signe d'alarme à ne pas chercher surtout à de suite supprimer. Il peut y avoir différentes causes, parfois oubliées, refoulées au niveau émotionnel, qu'il faut finir par revivre pour en faire des événements terminés et n'affectant plus négativement nos comportements. Quelques exemples, si vous permettez. Au niveau d'une perte, deuil non fait, non terminé, perte d'autonomie, perte d'un travail, de biens matériels importants, etc. Au niveau de l'ouïe, entendre. Paroles humiliantes, agressives, maintes fois répétées, et qui peuvent encore
parfois perdurer. Au niveau de la vue, donc bien sûr voir, peur du vide, du sang, d'un serpent, d'un insecte, etc. Peur du noir. Souvent, quand je donne des exemples, c'est parce que je pense à des personnes que j'ai pu aider et qui avaient ce genre de problème. Au niveau du toucher, contact forcé, corporel, sexuel, peur de l'eau, peur d'être étouffé. Les expansions de conscience sont des techniques mises au point par Patrick Drouot. À mon avis, elles ressemblent à l'hypnose ericksonienne, où on n'utilise pas le mot sommeil. Ainsi, la personne, si tout va bien, va mémoriser au fur et à mesure, dans son travail en état modifié de conscience, et lorsqu'elle est profondément relaxée, elle va se souvenir de choses très importantes pour peut-être les revivre. Le thérapeute, comme dans l'hypnose, est surtout là pour l'accompagner avec compassion, la compréhension du cœur, afin de l'aider à découvrir, s'ouvrir à sa dimension spirituelle, qui signifie aussi esprit sans limite. La personne est tout simplement allongée le plus souvent sous une couverture ou dans un duvet, comme dans un cocon, symbolisant aussi le ventre de la maman. La détente à la fois physique et mentale est induite par des suggestions appropriées où elle insiste corps endormi, mais esprit éveillé, conscient, qui l'amène progressivement dans un état modifié comme conscience, favorisant surtout le retour aux émotions, au ressenti, au revécu. Il faut alors laisser les choses se faire, ni vouloir, ni ne pas vouloir. Lâcher prise. Patrick Drouot disait « La clé des expansions de conscience est le renoncement ». Alors que les buts sont de rechercher les grandes blessures ayant fait souffrir la personne. Par exemple, abandon, rejet, non-reconnaissance, injustice, trahison, les non-dits. Et je dirais aussi peut-être à travers les étapes, révélation. Révélation pour moi c'est petit à petit la personne sent les choses, a une intuition, les choses reviennent. Puis petit à petit, elle comprend ce qui a pu se passer et surtout elle va se libérer au niveau émotionnel. Et j'ajouterais, mais on ne va pas entrer dans les détails maintenant, il faut qu'ensuite elle dépasse aussi ce qu'elle a compris, ce qu'elle a libéré. Symboliquement, ce travail est une sorte de mort-renaissance pour arriver à l'acceptation de ce qui a été, en dépassant les poisons de la tradition bouddhiste, l'ignorance. Donc, il faut prendre conscience de tout ce que j'ai peut-être refoulé, je n'ai pas voulu retrouver. L'ignorance, la colère, oui, je suis en colère. Et aussi, souvent, l'attachement. Plein de choses se sont passées depuis et le but est de vivre, je dirais, dans les moments présents et de construire le futur. Mais nos problèmes aussi peuvent continuer si nous avons trop de bénéfices secondaires à être malades. Sachez aussi qu'un état modifié de conscience profond, le travail peut et doit se faire, si possible, dans la vie présente, mais aussi peut-être à la conception, dans le ventre de maman et à la naissance. J'étais attendu, accepté. Comment s'est passée ma naissance et les jours suivants? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de forceps, d'anesthésie de la maman, de cordon autour du cou, dans une couveuse pendant des jours, peut-être en réanimation, etc. Et nos vies antérieures, peut-être fort réelles, inconnues à l'état de veille, non induites surtout sous forme de faux souvenirs. Ce qui peut être notre karma. La prise de conscience de ces personnalités intérieures résout souvent les problèmes dont on n'a pas trouvé les causes dans la vie présente. Il semblerait ainsi que chaque âme choisit les épreuves qu'elle devra surmonter ici-bas afin de les dépasser. Elle sera aidée pour cela par son guide entre deux vies.
Ainsi, nous ne pouvons être que dans l'acceptation, et cela nous rend encore davantage responsables et dans le non-jugement. Comment? En sortant du cercle infernal bourreau, victime, bourreau. En se pardonnant et en pardonnant. En comprenant aussi la différence entre avoir du remords, ruminer, et avoir du repentir. Voulez-vous être heureux un jour? Vengez-vous. Voulez-vous être heureux toujours? Pardonnez, comme le disait si bien Henri Lacordaire, religieux prédicateur. Le Christ, guérisseur des guérisseurs, s'est donné un exemple dans ce but. Pour le bouddhisme, il n'y a pas faute, mais ignorance. Frère John Martin, j'ai entendu ça au cours d'un sermon ici au prieuré, frère John Martin, en évoquant le Notre Père indien, disait, laissez entendre, nous allons de l'ignorance à la connaissance. La nature enseigne, mais ne punit pas. On récolte ce que l'on sème, de cause à effet. Alors j'ai envie de vous dire, semez de plus en plus de graines d'amour, quitte à les mouiller avec vos larmes, car le don des larmes est une grâce. Je reste aussi convaincu que pour une pathologie se développe, il faut un ensemble de causes dont une essentielle, le terrain. Le terrain étant peut-être le niveau de conscience ou l'état de conscience dans lequel se trouve le futur malade lors d'une forte agression psychique ou physique. Par analogie, faites simplement la comparaison avec une graine. Va-t-elle jamais cibler seulement sur le carrelage de votre habitation? Un microbe, un virus, peut-être ne s'évoluera pas si le terrain n'est pas favorable. Il en est de même pour tout désordre mental, mais aussi spirituel, à mon avis. Les sectes savent comment opérer dans le but de créer le terrain d'une conscience pathologique. Mais nous pouvons aussi nous le créer nous-mêmes. Dans mon livre, j'explique ma théorie en évoquant aussi le cas que j'ai décrit. Comment une personne, vers l'âge de 20 ans, en était arrivée à s'induire un délire mégalomystique de persécution, mais aussi comment elle a guéri de ses convictions délirantes. Au sortir de la folie qu'il sentait venir, ce jeune homme a dû faire un pacte avec Dieu, Dieu amour, ne plus prier pendant longtemps. Ce niveau ou état de conscience qui s'était induit, ce que l'on qualifie peut-être de nos jours un burn-out. Maintenant, la dernière partie de mon exposé. Simplicité d'être guérisseur. 40 ans après, le CEPI continue à évoluer. Beaucoup connaissent nos activités et participent. J'ai envie d'ajouter, je l'ai rajouté manuscrit. Actuellement, nous avons absolument besoin rapidement d'une personne douée en informatique pour remplacer, ne serait-ce que provisoirement ou partiellement ou définitivement notre secrétaire. Ceci dit au passage, pour que le CEPI puisse perdurer. Je dis aussi que c'est grâce à l'aide de tous vos témoignages, ceux du CEPI bien sûr, entre autres, de sympathie que nous avons gagné en 2020 ce que j'appelle notre procès, grâce au médiateur de la ville de Nice. En effet, Mivilude, c'est donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, nous avait reproché entre autres de parler de médecine non conventionnelle, de médecine énergétique et de médecine quantique. L'ordre des médecins aussi, ceux qui ont connu les groupes Magui et Daniel Lebrun, avaient vainement intenté un procès contre les groupes de prière et d'accompagnement de Magui et Daniel Lebrun, que j'ai côtoyé et animé de 1987 à 2019.
J'ai quitté donc le groupe Inquiet Daniel Dobrun de Nice, surtout parce qu'on ne réalisait plus les personnes présentes, les malades qui le souhaitaient. Je vais vous parler à présent un peu plus en profondeur de ce que je pense devoir être un guérisseur. Sachez surtout que je ne suis surtout pas là pour chercher à aider des personnes ou vous endoctriner dans une religion quelle qu'elle soit, même si je suis obligé pour me faire comprendre d'en parler parfois. Vous trouverez des d'expériences, de recherche, de soins faits dans ces domaines dans mon livre, référence à l'appui. Vous comprenez pourquoi je parle de ces références aussi dans la fin de mon exposé. Tout au long de ma vie, j'ai rencontré des thérapeutes, surtout magnétiseurs spirituels, qui ne sont plus de ce monde. Et très souvent, je leur demandais de m'aider à nouveau, de m'éclairer, si cela leur est permis, possible, s'ils le souhaitent, et si je le mérite. Avec M. Matelin, qui n'est plus de ce monde, qui était un grand guérisseur spirituel et que j'avais rencontré dès l'âge de 20 ans, M. Matelin était le premier à me convaincre de la force de la prière. Je vous rappelle que dans notre culture, le Christ a été le plus grand des guérisseurs venu sur nous apprendre à pardonner et à se pardonner aussi. La Vierge Marie, partout dans le monde, elle fait 10 miracles, dit-on. À Lourdes, où l'a aperçue celle devenue Sainte Bernadette, elle nous a délivré un message capital. Il suffit d'aimer. Quoi de plus simple? À la Salette, aux enfants voyants, et je dirais aussi entendants, une dame, la Vierge, leur aurait dit « Apprenez simplement à demander et remercier. S'il vous plaît, merci. » C'est la loi de gratitude, tout dont on parle de plus en plus, même au niveau scientifique. Saint Joseph, un homme comme vous et moi, l'époux virtuel de Marie, n'a-t-il pas été le plus beau modèle d'humilité et de lâcher prise? Et Dieu, Tout-Puissant, qu'en est-il? À quoi ressemble-t-il? On peut remplacer le mot Dieu par Créateur, car à mon avis, il ne peut pas y avoir une évolution sans d'abord une intention, puis la création. Et justement, chacun peut se le représenter comme il veut, comme ses intentions. Pour moi, Dieu amour nous a fait un cadeau inestimable, de libre arbitre. Et pour moi, ça n'engage que moi, il ne juge pas, donc ne punit pas. Ainsi chacun est le résultat de sa propre évolution. La seule chose qu'il nous demande vraiment est « Aime ton prochain comme toi-même, comme je vous aime ». Magnétiseur, pratiquant du Reiki, énergéticien. C'est le dernier mot à la mode, énergéticien. Et pourquoi pas, hein? Que de méthodes, de techniques, de croyances. Alors comment choisir? Sur quels critères? À mon avis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise intention, de mauvaise méthode. Comme moi, chacun peut inventer la sienne avec ou sans l'utilisation de prières, de rituels ou autres. Personnellement, j'utilise dès le début de soins, et si besoin pendant ma relation d'aide, aussi les prières, dont certaines m'ont été transmises par Monseigneur Georges et Monseigneur Gérard, exorcistes, qui sont aussi membres d'honneur du CEPI, j'ai oublié de vous le signaler. Mais si nous obtenons de bons résultats dans nos soins, gardons-nous de nous les attribuer. Nous ne sommes que des facilitateurs
d'un mieux-être. Je dirais surtout grâce aux prières. Saint Augustin affirmait « Je crois pour comprendre, et je comprends pour mieux croire ». Patrick Drouot, lors de sa formation, nous laissait entendre « Pour sortir des croyances, il faut expérimenter ». Dieu aurait dit « Demandez et vous recevrez ». Alors, n'hésitez pas, c'est facile. Cette énergie dont on parle de plus en physique quantique, devient spirituelle si nous demandons y ajouter un amour incommensurable qui n'est pas le nôtre. À mon avis, la prière sincère fonctionne peut-être comme dans certaines expériences de télépathie. Surtout si l'émotion ressentie, vécue par les émetteurs ou un groupe de prière est forte, encore plus le récepteur, le patient donc éventuellement de soigner le malade, percevra l'intention dans l'information envoyée avec énergie et sincérité. De très nombreuses expériences ont été réussies dans ce sens, y compris en aveugle et à distance. Dans le cadre du CEPI, nous avions fondé un certain temps l'atelier d'évaluation de l'énergie thérapeutique, où se réunissaient tous les 15 jours magnétiseurs, pratiquant le Reiki, énergéticiens que nous avions retenus et les soigner à titre gracieux. Par la suite, j'ai pris le temps de faire un petit bilan, un sondage que nous avions mis au point dans le cadre de notre projet de recherche sur l'énergie thérapeutique. Donc ce questionnaire comprend 70 rubriques avec de très nombreuses questions, dont 50 documents remplis. Donc chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui se disait, pourquoi pas magnétiseur, pratiquant du Reiki, énergéticien, je leur demandais s'ils voulaient bien remplir ce questionnaire, et donc j'en ai 50 de remplis. Et donc, dans ce questionnaire, il y avait une question qui pour moi était la plus importante. Et j'avoue que j'ai découvert les réponses en voulant écrire ce livre. Et j'étais très surpris des réponses. La question était donc, quelles sont les qualités principales que doit avoir un magnétiseur, pratiquant du Reiki énergéticien? Et donc je partage avec vous les principaux utilisés dans les réponses et le nombre de fois où certains ont été écrits. Amour a été utilisé 11 fois. Humilité, 11 fois. Écoute, 10 fois. Empathie, 9 fois. Avec des phrases telles que porter attention à autrui. Accepter d'aider sans contrepartie. Soulager dans le désintéressement. Savoir écouter le silence intérieur. Gratitude dans les miracles de la vie. Le mot technique ou compétence ou méthode n'est jamais apparu dans la réponse et la plupart précisaient qu'ils utilisaient la prière dans leurs soins. Si nous parvenons à le mettre en route, je souhaite que le prochain atelier s'intitule tout simplement « Atelier d'évaluation de l'énergie d'amour ». En ce qui me concerne, j'ai peu confiance en moi. Et Dieu, un ange, un saint, une entité bienfaisante, je ne les ai jamais rencontrés, ni vus, ni entendus. M'a-t-il aidé? C'est une évidence. Autrement, je ne serais pas avec vous ici aujourd'hui.
Si j'ai une petite mission, entre guillemets, ici-bas, c'est celle de faire encore davantage évoluer les médecines non conventionnelles pour une reconnaissance et une mise en pratique avec la médecine officielle que rien ni personne ne pourra remplacer. Ainsi continuer autant que possible à accepter diagnostic, examen et traitement des bons médecins. Utilisez aussi les médecines douces et naturelles avec un esprit de confiance, mais aussi de discernement. Aimez-vous les uns les autres. Et si en votre âme et conscience, vous vous sentez, à titre gracieux, de transfuser à qui le demande cette énergie thérapeutique dont je vous ai parlé, notez dans vos intentions, vos actes, votre état d'être, toute la quintessence, la qualité et la quantité d'amour nécessaires, puis osez utiliser cette énergie et merci beaucoup.